Aujourd'hui, nous allons examiner une affaire du milieu du XVIIIe siècle. Alors installez-vous confortablement pendant que nous partons pour l'Angleterre. Anne Whale est née en 1731 dans la ville marchande de Horsham, dans le comté de Sussex, en Angleterre. Elle venait d'une famille respectable. Son père était un boucher connu et prospère, mais la tragédie a frappé tôt dans sa vie lorsqu'il est décédé. Elle était encore très jeune, laissant son éducation entièrement entre les mains de sa mère. Dès son plus jeune âge, Anne montra un tempérament fougueux et souvent incontrôlable, affichant une obstination qui la rendait difficile à gérer. Avec le temps, les tensions avec sa mère ont empiré et, après plusieurs désaccords, Anne a quitté la maison. Elle erra dans la campagne, fréquentant des personnes de moralité douteuse et adoptant une vie plus libre et imprudente que ne le permettait son éducation. Une vie qui l'a placée hors des limites strictes imposées à une jeune femme non mariée au XVIIIe siècle. À la fin des années 1740, l'Angleterre sortait de la guerre de succession d'Autriche. Un conflit coûteux laissant de nombreux soldats en difficulté pour retrouver une vie civile. L'économie était fragile, dominée par l'agriculture, et la vie rurale était confrontée à des loyers élevés et à de mauvaises récoltes, tandis que les petites villes comme Horsham dépendaient des marchés et du commerce local. La pauvreté et la petite criminalité étaient fréquentes. Les conflits dégénéraient vite en violence. À cette époque, les femmes étaient surtout limitées aux tâches domestiques, le mariage ayant des enjeux sociaux et économiques. La vie dans les villes était très soudée, les gens vivaient les uns près des autres, les ragots se répandaient rapidement et les hiérarchies sociales étaient toujours respectées. Ainsi, le fait qu'une fille s'enfuit pouvait apporter la honte sur la famille et devenir rapidement le sujet d'un scandale local, attirant une attention et un examen indésirable. La mère d'Anne restait très soucieuse du bien-être de sa fille et tentait de maintenir un contact et une influence sur elle. Elle écrivait des lettres et cherchait des intermédiaires discrets dans la communauté, pensant qu'ils pourraient convaincre Anne de rentrer et l'empêcher de sombrer dans la déchéance. Anne finit par revenir et renoncer à la voie imprudente qu'elle avait choisie. Peu de temps après son retour à la maison, elle se fiança avec James Whale, un jeune homme connu localement pour être travailleur, fiable et de bonne moralité. Anne possédait un modeste héritage familial de 80 livres sterling qu'elle pouvait réclamer à l'âge de 21 ans, l'âge auquel, au milieu du XVIIIe siècle, une jeune femme était légalement considérée comme adulte. Certains dans la communauté murmuraient que James était peut-être plus motivé par l'héritage que par l'affection. Et, bien sûr, dès leur mariage, tout ce qui appartenait à Anne deviendrait la propriété de son mari. La mère d'Anne faisait confiance à la réputation de James Whale et croyait qu'il était sincère dans ses intentions et qu'il serait capable d'offrir à Anne un avenir stable et respectable. Elle approuva donc l'union et les fiançailles furent officialisées. Le couple se maria en septembre 1749. Après le mariage, ils allèrent vivre dans un endroit appelé Steepwood, une petite ferme rurale dans le Sussex. Ils y restèrent jusqu'à Noël 1750 puis déménagèrent à Pulborough. Anne, cependant, eut du mal à s'adapter, et lorsqu'elle tomba enceinte, elle demanda à James s'il pouvait retourner à Horsham. Malheureusement, au lieu de les rapprocher, les circonstances de la grossesse introduisirent de nouvelles pressions qui exercèrent une tension supplémentaire sur le mariage. À l'été 1751, ils s'installèrent dans une maison appartenant à Monsieur James Pledge, qui vivait avec son épouse, Madame Sarah Pledge, une parente éloignée d'Anne. Madame Pledge devait apporter à Anne un soutien pratique, de la compagnie, des conseils et une supervision pendant son adaptation à la vie conjugale et à la maternité. Cet arrangement devait également permettre à Anne de bénéficier de l'expérience et des relations sociales d'une femme plus mûre et établie. Peu de temps après leur installation, un désaccord éclata entre les deux femmes. Ce qui avait commencé comme un simple malentendu s'est rapidement aggravé, et finalement, Monsieur Whale est intervenu en interdisant à Madame Pledge d'entrer dans les pièces privées de lui et de sa femme. Cependant, cela n'eut pas l'effet escompté, et, au lieu d'apaiser la situation, cela ne fit que la rendre plus difficile. Madame Pledge devint très mécontente, surtout que le couple vivait chez elle, et les tensions entre les deux femmes persistèrent. Avec le temps, Sarah et Anne mirent de côté leurs différends passés et recommencèrent à se parler en privé, comme elles le faisaient auparavant. Elles en vinrent à la conclusion que la cause de leurs difficultés ne venait pas d'elles-mêmes, mais du mari d'Anne, Monsieur James Whale. Anne parla de son insatisfaction croissante envers James, critiquant à la fois ses manières et l'autorité qu'il exerçait sur elle, qu'elle trouvait de plus en plus oppressante. Quant à Madame Pledge,
Elle déclara qu'elle trouvait depuis longtemps Monsieur Whale difficile et impatient, prompt à rejeter ses pensées et ses sentiments, et enclin à exercer ce qu'elle considérait comme une domination injuste sur elles deux, les traitant comme des inférieurs plutôt que comme des égales. Ce qui avait commencé comme une plainte partagée et un réconfort mutuel dépassa peu à peu les simples expressions de frustration. Très vite, leurs conversations se tournèrent vers une question bien plus sinistre. L'obstacle dans leur vie, Monsieur Whale lui-même, ne pourrait-il pas être éliminé? Leurs plaintes oisives laissèrent alors place à quelque chose de bien plus sinistre, alors qu'ils discutèrent des moyens par lesquels ils pourraient se débarrasser de lui. Ils essayaient soigneusement de déterminer comment un tel acte pourrait être accompli sans éveiller les soupçons. Leur première tentative de se débarrasser de Monsieur James Whale fut assez maladroite et mal conçue, mais dans leur esprit, elle n'était pas totalement déraisonnable. À l'époque, beaucoup pensaient que les araignées étaient venimeuses et que les rôtires concentraient leur venin. Agissant selon cette superstition courante, ils firent rôtir des araignées et les mélangèrent à la bière de Monsieur Whale, s'attendant à ce que cela le rende violemment malade, voire le tue. Cependant, cela n'eut absolument aucun effet. Alors Madame Pledge en conclut qu'il leur fallait quelque chose de bien plus fort. Elle était déterminée à se procurer un poison plus fiable, et après avoir de nouveau consulté Anne, elle partit visiter les pharmacies des villes voisines. Chaque fois qu'elle approchait une boutique, son courage faiblissait. La peur d'être reconnue et la crainte des conséquences, si quelqu'un soupçonnait ses intentions, la rendait très inquiète. Et chaque fois qu'elle entrait dans une pharmacie, elle se persuadait que c'était trop dangereux et trop imprudent. Alors, elle abandonnait le but de ses visites. Au lieu d'acheter du poison, elle repartait avec des remèdes inoffensifs, des onguents, des toniques ou de simples herbes. Tout ce qui ne susciterait pas l'attention, tout ce qui pourrait expliquer de façon plausible sa présence dans la boutique. Mais elle savait qu'elle devait trouver un moyen de surmonter ses appréhensions croissantes, car sinon, elle ne pourrait pas changer sa situation, ni celle d'Anne. L'achat de substances toxiques était légal en Angleterre en 1752 et était largement non réglementé, les pharmacies n'ayant aucune obligation légale d'enregistrer un acheteur ou de signaler la transaction. Les vendeurs devaient éviter de fournir des substances à ceux soupçonnés d'en faire un mauvais usage, mais aucune obligation de registre n'existait et leur responsabilité n'était engagée qu'après un crime. Ce n'est qu'avec l'entrée en vigueur de la loi sur la vente de poison en 1786 que les pharmaciens ont été légalement tenus de tenir des registres détaillés de certaines substances toxiques et de ne les vendre qu'aux personnes capables de fournir une raison légitime pour leur utilisation. Bien que Madame Sarah Pledge en fût consciente, elle était également très consciente des risques encourus. Après plusieurs tentatives ratées pour acheter le poison, elle finit par en obtenir dans une pharmacie inconnue à Horsham, où elle n'était jamais allée. Le lieu inconnu lui procurait un certain sentiment de sécurité. Et enfin, elle put obtenir la substance dont elle et Anne avaient convenu qu'il serait nécessaire de se débarrasser. James Whale. Suite à cela, Sarah Pledge retourna à la maison, où elle remit le poison à Anne. Le même jour, Anne mélangea la substance toxique dans un pudding préparé à la hâte pour le souper de son mari. Dans les années 1750, un pudding préparé rapidement était un plat simple, sans viande, à base de farine ou semoule, bouilli dans l'eau ou le lait, souvent consommé avec du beurre, du miel ou un ingrédient sucré. Et il a reçu le nom de pudding préparé à la hâte, car il était très rapide à préparer. Pendant qu'Anne préparait la nourriture, Monsieur Whale s'occupait de son bébé, sans se douter de l'ingrédient spécial que sa femme avait ajouté à son dîner. Peu de temps après avoir mangé, il est tombé très malade, s'est plaint de terribles douleurs à l'estomac, il vomissait, et à 7 heures le lendemain matin, il est mort. Bien qu'Anne et Sarah pensaient avoir réussi leur plan, il est vite devenu évident que leurs actes ne pouvaient pas rester sans réponse. La mort soudaine a suscité les soupçons des voisins, qui ont fait venir un chirurgien pour examiner le corps. Au milieu du XVIIIe siècle, un médecin ne pouvait pas identifier un poison avec une certitude scientifique. Mais des conclusions étaient tirées à partir d'une combinaison de symptômes, comme des douleurs abdominales intenses, des vomissements et une dégradation soudaine de l'état du patient. En plus des résultats de l'examen post-mortem, on savait que l'arsenic provoquait une inflammation et une irritation caractéristiques et que sa présence était parfois déduite à partir de résidus visibles trouvés sur l'estomac ou la paroi intestinale. Ce n'est que plus tard, grâce aux tests chimiques, que l'empoisonnement a pu être prouvé de façon concluante. Le test de Marsh, introduit en 1836, a fourni la première méthode scientifique fiable pour détecter l'arsenic dans le corps.
sur la base de l'avis médical disponible et des circonstances entourant le décès. Un jury de coroner a mené une enquête et a rendu un verdict de meurtre avec préméditation, jugeant Anne Whale et Sarah Pledge responsables de la mort de Monsieur James Whale. Elles ont ensuite été placées en garde à vue et présentées devant un magistrat. Les deux femmes ont été inculpées et interrogées. Sarah Pledge a tenté de témoigner contre Anne pour obtenir la clémence. Cet effort a échoué, car interrogées séparément, elles ont tout avoué et ont été envoyées à la prison de Horsham en attendant leur procès. Le procès a débuté le 20 juillet 1752 aux assises de Horsham, devant le juge Sir John Willis. Leurs aveux ont été lus à haute voix au tribunal, et cela, soutenu par des témoignages supplémentaires, a fourni des preuves suffisantes pour obtenir des condamnations. Anne Whale et Sarah Pledge ont toutes deux été reconnues coupables et condamnées à mort dans la période qui a suivi les verdicts. Le comportement des deux femmes condamnées ne pouvait pas être plus différent. Pendant un certain temps après sa condamnation, Madame Pledge s'est comportée d'une manière que beaucoup de gens ont trouvée quelque peu troublante. Elle parlait grossièrement, pestait contre son destin et déclarait qu'elle résisterait au bourreau à la potence. Certains pensaient qu'elle se sentait trahie par les magistrats instructeurs, ayant été amenés à attendre la protection du témoignage du roi, pour l'avoir finalement retirée. Pourtant, cette défiance ne dura pas très longtemps, et à l'approche du jour de son exécution, sa résistance s'adoucit en pénitence et elle chercha du réconfort spirituel. Le comportement d'Anne Whale était très différent. Elle était constamment décrite comme une jeune femme très douce, et tout au long de son emprisonnement, elle se comporta avec décence et résignation. Elle admit la justesse de sa sentence et exprima des remords, même si sa punition restait la plus sévère. La distinction ne résidait pas dans le crime lui-même, mais dans la loi. Épouse de l'homme qu'elle avait empoisonné, Anne fut jugée coupable de petite trahison, une catégorie distincte du meurtre selon la loi anglaise du XVIIIe siècle. Pour les femmes reconnues coupables de trahison, la peine prescrite était la mort par le feu. Les commentateurs juridiques invoquaient la pudeur féminine pour justifier que la mutilation publique était inappropriée pour les femmes. En pratique, cependant, la punition ne recherchait pas la pudeur, mais l'anéantissement, réduisant le corps du condamné entièrement, que ce soit par démembrement pour les hommes ou par le feu pour les femmes. Pendant sa détention, Anne recevait régulièrement la visite d'une amie qui lui lisait des livres religieux. Cependant, une fois, Madame Pledge a demandé à la femme de dissuader Monsieur Pledge de se remarier après sa mort. La demande, si déplacée et déraisonnable, a profondément offensé la visiteuse, qui n'est jamais revenue. La veille de leur exécution, Anne Whale et Sarah Pledge ont reçu le sacrement ensemble dans la même pièce et se sont pardonnées librement l'une à l'autre. Pendant cette période, Madame Pledge a avoué au prêtre qu'elle avait autrefois donné naissance à un enfant hors mariage, qu'elle affirmait être mort-né et qu'elle avait jeté dans un étang pour cacher sa honte. Elle a aussi avoué en avoir parlé à Anne Whale pour calmer ses craintes et la convaincre que l'empoisonnement de son mari passerait inaperçu, malgré l'insistance d'Anne qu'un meurtre n'échappait jamais à la découverte. Le matin de son exécution, le 14 août 1752, Madame Pledge fit venir son mari et ils eurent un dernier adieu. Elle lui parla également de sa forte aversion pour Jack Ketch, le nom couramment utilisé à l'époque pour désigner un bourreau public, quel que soit son véritable nom. Selon la coutume, le bourreau avait le droit de réclamer les vêtements du condamné comme partie de sa rémunération, une pratique qui suscitait souvent du ressentiment. Madame Pledge alla jusqu'à dire qu'elle préférait monter nue à l'échafaud plutôt que de lui laisser ses vêtements. Elle demanda alors à un de ses enfants de l'accompagner jusqu'au lieu de sa pendaison. Il a été rapporté plus tard qu'elle avait exprimé l'espoir qu'Anna serait brûlée avant qu'elle-même ne soit pendue. Comme elle aurait aimé assister à son exécution de cette manière, elle fut déçue, car 2 heures auparavant, Anne Whale, âgée de 21 ans, avait été attachée au bûcher, étranglée, puis réduite en cendres. Madame Sarah Pledge a été exécutée devant une foule nombreuse à la prison de Horsham, puis le bourreau a réclamé ses vêtements. Le crime, le procès et l'exécution furent rapportés dans les journaux et les brochures de l'époque, qui les présentaient comme une histoire édifiante pour le public lecteur. Ces récits présentaient les morts d'Anne Whale et de Sarah Pledge comme une leçon morale, mettant en garde contre la tromperie, la malveillance et les dangers de commettre un crime. Ces publications affirmaient que les deux femmes avaient commis un acte terrible et reçu la punition méritée.
L'affaire montrait aussi comment la loi du XVIIIe siècle considérait la culpabilité d'Anne Weil comme distincte, avec une sévérité particulière. Cela exigeait non seulement l'exécution, mais aussi l'éradication complète de sa présence physique, ce que les autorités, en 1752, espéraient renforcerait les leçons morales et sociales. Pour ceux qui en ont entendu parler, bonjour à tous et merci beaucoup de m'écouter. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours, et j'espère vous retrouver tous dans le prochain Briefcase.